Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, en tomographie, nous aborderons les méthodes de reconstruction algébrique et itérative. Comme d'habitude, vous trouverez le format vidéo avec le code QR ici. Nous attaquons donc la deuxième séance. Commençons par les techniques de reconstruction algébrique. Et commençons par un exemple. Prenons le cas d'un milieu d'étude composé de 9 barreaux de matériaux différents, l'un représenté en blanc, l'autre représenté en noir. Superposons à ce milieu un maillage fictif. Dans ce cas, on peut voir notre milieu étudié comme un milieu discret avec 3 lignes et 3 colonnes, composées en tout et pour tout de 9 cellules. Ici, il y a une correspondance parfaite entre les barreaux et les cellules du maillage, mais ce n'est généralement jamais le cas. Pour un angle d'éclairement donné, la projection sera composée d'un certain nombre de rayons. Par exemple, pour la projection à 90 degrés, il y a 3 rayons, P1, P2, P3. La valeur de chaque élément projeté vaut pour P1, P1 égale W1 plus W4 plus W7. Les WI étant les valeurs d'atténuation du milieu considéré dans le cas d'un scanner X. On peut alors exprimer le vecteur projection à partir des valeurs obtenues pour chaque rayon PI comme le produit entre la matrice grand R et le vecteur des paramètres d'atténuation W. En imposant la première ligne grand R égale à 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, on obtient alors P1 égale W1 plus W4 plus W7. En passant d'un milieu continu à un milieu discret, on formalise sous forme algébrique le problème direct par l'équation P égale RW. La projection est donc égale au produit de la matrice R par le vecteur W. En pratique, nous disposons du vecteur de projection P et de la matrice design grand R. Et nous cherchons à reconstruire l'objet d'étude composé des valeurs W à partir de la connaissance de R et de P. Il s'agit du problème indirect, dit problème inverse, W égale une fonction qui dépend de la matrice grand R et du vecteur projection P. Notez ici que le sinogramme obtenu par la méthode analytique correspond à la concaténation de toutes les valeurs des rayons PI à la suite. Il en est de même pour le vecteur W qui doit être remis en forme pour obtenir l'image finale. Revenons-en à la formulation matricielle et plus précisément aux propriétés de la matrice grand R permettant notamment, contrairement aux méthodes analytiques, de prendre en compte différents effets géométriques et physiques. En effet, il est possible de prendre en compte la forme du faisceau et la position des détecteurs, les effets d'atténuation et de la diffusion dans la matière par exemple. Ici, sur ce transparent, les valeurs des paramètres d'atténuation WI dépendent de l'air entre le faisceau plus ou moins large et la cellule. Là, les valeurs des paramètres d'atténuation WI dépendent des interactions prises en compte. On peut considérer que le faisceau n'est pas uniforme ou orienté, il peut être directif, que suivant la position, la valeur de WI étant réduite, ou bien que cette valeur mesurée est la contribution de plusieurs valeurs voisines. Le modèle algébrique permet de tenir compte de tout cela, c'est sa force. Prenons ici quelques exemples. Considérons une projection à 0 degré ou 90 degrés. Le vecteur projection est composé seulement des valeurs P1, P2 et P3. La matrice design est donnée en bas à droite. Elle est composée de 1 et de 0. Considérons deux projections maintenant avec un angle à 0 degré et un angle à 45 degrés. Le vecteur projection est composé seulement des valeurs P1 à P8. La matrice design correspondante est donnée en bas. La construction de la matrice design pour des tailles de maillage plus grands est indiquée ici avec n égale à 5. Ici, les coefficients dans la matrice design ne sont plus binaires,
puisque c'est la longueur de l'intersection avec les cellules du maillage qui est considérée. Comme on peut le voir, la matrice design possède des valeurs non binaires dans l'exemple ci-après. La taille de la matrice est n croix n, c'est-à-dire 5 fois 5 égale 25, et n rayons multiplié par n angles égale à 10 multiplié par 6 égale à 60. Idem ici avec un fantôme n égale à 50 et avec 10 rayons par projection, sachant qu'il y aura 6 angles. Comme on peut le voir, la matrice design possède des valeurs non binaires. Cette matrice est une matrice creuse de taille 50 par 50 égale 2500 et n rayons fois n angles égale 10 fois 6 égale 60. Des algorithmes spécifiques pour des matrices creuses peuvent alors être utilisés, comme la fonction sparse par exemple. En guise de synthèse, plus le nombre de projections et de pas angulaires est grand, et plus la dimension de la matrice design est grande. Voici un code permettant de simuler un maillage de 3 par 3 et le calcul des coefficients W par inversion de matrice. On notera ici la fonction vec2mat qui permet à partir du vecteur colonne W de reconstruire l'image composée de 3 lignes, 3 colonnes. Voici sur ce transparent les résultats obtenus avec 3 rayons, 6 et 11. Pour les 11 rayons, il y a 3 projections. Cela suffit à retrouver l'objet initial. Considérons ici un objet de petite taille, ce qui conduit à une matrice R petite. Considérons un milieu discrétisé composé de 4 éléments et avec 2 projections, 0 degré et 90 degrés, 2 rayons chacune. Le vecteur projection, qui n'est plus appelé sinogramme ici, est composé de 4 valeurs, comme indiqué en bleu, et le vecteur W est indiqué quant à lui en magenta. La relation matricielle est indiquée au milieu, et en bas à gauche, on peut voir la matrice design. Comment trouver les valeurs des cellules? Comme on peut le voir, il y a une infinité de valeurs possibles. Quelle est la solution la plus stable? Dans l'exemple considéré, la matrice R est singulière et l'inversion n'est pas possible avec l'algorithme inv de Octave ou MATLAB comme indiqué à gauche. Il faut alors utiliser un autre algorithme. Par exemple, celui de la pseudo-inversion de Moore-Penrose qui limite les valeurs singulières, P-inv. Il existe d'autres méthodes, comme indiqué en bas à droite. Si de plus la matrice n'est pas carrée, alors il faut passer par un algorithme de pseudo-inversion. Cette méthode, en multipliant à gauche des deux termes de l'égalité par R transposé, rend carrée la matrice résultante, R transposé R, et elle peut alors être inversée. C'est la méthode des moindres carrés. Cette opération, bien que très simple, a des conséquences sur la solution. Ce point sera abordé dans un autre cours. L'équation précédente peut être reformulée comme un problème de minimisation. On cherche à minimiser une fonction de coût, ici quadratique. Un exemple est indiqué en haut à droite, et trouver le minimum consiste ici à dériver la fonction et à l'annuler, si toutefois celle-ci est dérivable. La minimisation d'une fonction de coût quadratique conduit alors à la solution de pseudo-inversion des moindres carrés, comme indiqué ici. La minimisation régularisée d'une fonction de coût quadratique s'écrit comme indiqué ci-dessous, avec lambda le coefficient de régularisation qu'on choisit inférieur à 1. Et C est une matrice fixée qui peut être prise égale à la matrice identité. Passons maintenant aux techniques algébriques itératives. Partons d'un exemple. Nous disposons des valeurs projetées 9, 7, 5 et 11. Initialisons les cellules de l'objet à 0 comme indiqué à gauche en rouge. C'est l'étape 0. À l'étape suivante, considérons la projection à 90 degrés et rétroprojetons de façon équitable la valeur de 9 sur les deux cellules correspondantes, ce qui conduit à 4,5 dans chaque cellule, et 3,5 dans le cas de 7. Puis, projetons de nouveau avec l'angle à 0 degré. Nous obtenons les valeurs 8 et 8. À l'étape 2, en bas à gauche,
On corrige à partir de la connaissance de la projection initiale 5 et 11. On répartit de façon équitable cette correction sur les cellules associées, soit moins 1,5 et 1,5. La solution finale est alors 3, 2, 6, 5, comme souhaité. Cette procédure itérative constituera la ligne directrice de la suite de notre travail. La résolution de notre problème linéaire avec R définie positive et symétrique conduit à plusieurs méthodes. Nous aborderons d'abord les méthodes générales, proposées par des mathématiciens, puis nous nous focaliserons sur le domaine de la tomographie avec les méthodes HERT et SIRT. Notez que par la suite, nous considérerons que la matrice R est carrée. Si elle ne l'était pas, il suffira alors de construire une autre matrice en multipliant à gauche par R transposé, ce qui conduit à la matrice Q, comme indiqué en magenta en bas. Idem pour P, indiqué en orange, qui deviendrait la fonction G. Les algorithmes utilisés pour résoudre des systèmes linéaires conduisent à un certain nombre d'opérations et donc à une rapidité différente suivant les algorithmes utilisés. Lorsque l'ordre du système d'équations où la taille de la matrice est inférieure à 50, on utilise souvent la méthode de Gauss ou de Jordan. Dans ce cas-là, les opérations sont proportionnelles à n au cube. Pour des systèmes de dimension supérieure à 50, dans ce cas-là, on utilise plutôt la méthode de Jacobi ou de Gauss-Seidel, dont le nombre d'opérations est en n carré. Soit le système linéaire suivant, P égale RW. Comme souvent, les problèmes d'inversion de matrice sont liés à la présence de matrices singulières mal conditionnées. On utilise alors un subterfuge faisant introduire une matrice préconditionnée Q et d'une autre matrice N. On remplace donc dans l'équation P égale RW, R par Q-N. Je rappelle que dans le cas du calcul matriciel, la position des matrices et vecteurs est important et il doit être respecté. Comme R est à gauche de W, alors en développant le produit Q-N fois W, il vient que Q multiplié par W est égal à N fois W plus P. L'équation 2 a fait émerger une idée de génie de Jacobi, entre autres. En effet, comment interpréter le fait qu'il y ait d'une part à gauche de l'égalité un W et à droite un W? La réponse fut de considérer qu'à gauche du signe égal, la valeur de W correspond au résultat obtenu à une itération K plus 1, tandis que les termes à droite de l'égalité correspondent à l'itération K. En multipliant par Q-1 à gauche de part et d'autre, on obtient W de K plus 1 est égal à Q-1 N W de K plus Q-1 P, où le produit Q-1 N est la matrice dite de Jacobi. En se rappelant que R est égal à Q-N, alors N est égal à Q-R. Il vient, après quelques étapes de calcul, indiquer ici que W de K plus 1 est égal à W de K plus Q-1 R de K, où R de K égale à P moins RW de K est le résidu. Je rappelle que l'équation initiale est P égale RW, qui, lorsque W égale W étoile, conduit à ce que P moins RW étoile est égal à 0. Lorsque le processus itératif conduit à W de K plus 1 égale W de K, il y a donc une stabilisation, et donc si tout va bien, R de K, le résidu, tend vers 0. Cette méthode converge lorsque la matrice de Jacobi tend vers 0, quand K tend vers l'infini. Et ceci est obtenu lorsque le produit du rayon spectral ρ par la matrice de Jacobi est inférieur à l'unité, sachant que ce produit est égal à la valeur propre la plus grande de la matrice de Jacobi. En précisant que la matrice Q est une matrice diagonale, alors W de K est égal à W de K plus 1 plus D-1 fois R de K.
L'inversion d'une matrice diagonale étant plus facile puisqu'il s'agit juste d'inverser une à une les valeurs sur la diagonale. L'algorithme de Jacobi conduit à 3n² plus n opérations qui devient donc proportionnelle à n² lorsque n est grand. Prenons de suite un exemple avec R égale à 2, 3, 1, 4. On obtient facilement R, L et U. Avec Octave ou MATLAB, la matrice D s'obtient par diag de R et L avec tri L et U avec tri U. Le rayon spectral s'obtient en calculant la plus grande valeur propre de la matrice de Jacobi. L'algorithme de Jacobi est indiqué dans la boucle for. Grand WJ étant un vecteur pour l'affichage des résultats dans lequel on concatène les valeurs du vecteur W. Sur la page suivante, et dans le cas d'un maillage de 3 par 3, il y a 9 coefficients WI à déterminer. En initialisant à 0 le vecteur W0, on voit qu'après 8 itérations, le processus converge, les valeurs attendues étant 6 à 0 et 3 valeurs à 1. Passons maintenant à la méthode de Gauss-Seidel. Ici, on remarque que la matrice Q est égale à D plus L. Dans ce cas-là, la relation W de K plus 1 égale W de K est changée en remplaçant D par D plus L, le tout moins 1 fois R de K. La méthode de Gauss-Seidel conduit à n² plus n opérations et cette valeur tend vers n² dans le cas de n grand. On rappelle que les matrices classiques sont en n cube. Considérons la matrice de Gauss-Seidel Q égale à D plus L. Je rappelle que D est obtenu avec la fonction diag de R et que la matrice L est obtenue par la fonction trig L. On voit l'algorithme itératif dans la boucle for avec 10 valeurs itératives. Passons maintenant à la méthode de Richardson. L'idée de génie de Richardson a été d'introduire deux éléments. Le premier, c'est l'introduction d'un paramètre de relaxation dont l'influence est d'accélérer ou de ralentir la convergence et de stabiliser la solution. Et ceci peut être considéré dans le cas stationnaire ou non stationnaire. Le cas non stationnaire voulant dire que alpha dépend de la valeur k, donc de l'itération. On pourrait donc utiliser alpha dans une première étape pour accélérer, et puis dans une seconde, ralentir. Ici, on repart de la solution générale de la matrice Q, qui peut être remplacée par la matrice identité, une matrice diagonale ou une matrice diagonale plus une matrice triangulaire inférieure. Dans la page suivante, nous proposons de remplacer Q-1 fois R de K par Z de K. Z de K étant l'erreur préconditionnée. Rajoutons une équation supplémentaire. La première équation étant W de K plus 1 égale W de K plus alpha K Z de K, et la seconde étant R de K plus 1 est égal à R de K moins alpha K R Z de K. L'algorithme permettant de réaliser cette fonction-là apparaît sur la page suivante. Donc l'implémentation de l'algorithme de Richardson avec un pas constant est donnée en haut par les deux équations et avec le code MATLAB comme indiqué en bas. Nous voyons sur la page résultat que les paramètres convergent au bout de 15 itérations vers les deux valeurs attendues, 2 et 1. Passons maintenant à la méthode de Jacobi relaxée. Donc on peut reprendre les techniques itératives précédentes en introduisant ce paramètre alpha qui, lorsqu'il est supérieur à 1, conduira à une méthode surrelaxée et inférieur à 1, une méthode sous-relaxée. La valeur du coefficient alpha, qu'on peut appeler aussi un pas, est déterminée par la valeur de 2 divisé par la valeur propre la plus grande plus la valeur propre la plus petite. En réalité, la valeur propre la plus petite est négligeable devant la valeur propre maximum et donc on propose souvent comme réglage alpha égale 2 divisé par la valeur propre maximum.
Pour la méthode de Seidel-Relaxé, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je rappelle aussi que suivant la valeur de alpha, on a une technique qui sera sous-relaxée ou bien sur-relaxée. Je vous propose sur le transparent ici de comparer les méthodes itératives, la méthode classique et les méthodes relaxées. Sur la page suivante, nous voyons que la technique sur-relaxée de Jacobi converge plus rapidement de façon monotone. La méthode classique converge plus lentement. Passons maintenant à la méthode du gradient. Contrairement à la méthode précédente, il n'y a plus besoin d'inverser une matrice et on sait que c'est l'inversion de la matrice qui prend beaucoup de temps. La méthode du gradient à pas optimal fait apparaître dans ce cas-là 3 lignes de code supplémentaires, 3 équations, alpha de k, w de k et r de k. Voici l'algorithme du gradient à pas optimal. Alpha de k égale à r de k transposé fois r de k divisé par r de k transposé r de k. Cette valeur-là est un scalaire, et je rappelle que rk transposé fois rk est aussi un scalaire. Donc, il n'y a pas de problème pour déterminer alpha de k. W de k prend la forme habituelle, et nous avons rajouté la valeur r de k. Le code indiqué ci en bas ne présente aucune difficulté. Passons maintenant au résultat. La figure permet de comparer les valeurs obtenues avec la méthode de Richardson et la méthode à pas optimale. On voit sur la droite le coefficient alpha osciller entre deux valeurs. Alpha, dans ce cas-là, varie à chaque itération. Si on revient sur la méthode à pas optimale, on voit qu'elle converge plus vite avec des oscillations d'amplitude moins fortes. Comment détermine-t-on la valeur alpha optimale? Eh bien, on part de l'équation de la fonction de coût classique, J de oméga, qui est une fonction quadratique, qui vaut 1 demi W transposé RW moins W transposé P, et on va remplacer dans cette expression W par W plus alpha R. On obtient la relation au milieu, qui est une fonction pour laquelle on a donc remplacé W par W plus alpha R. On va considérer aussi que R est une matrice définie positive. Après quelques simplifications, on obtient une fonction qui dépend de la fonction j de oméga précédente et de deux termes. Sur la page suivante, si l'objectif est de déterminer alpha, dans ce cas-là, il suffit de dériver la fonction de coût par rapport à alpha et à l'égaler à 0. Dans ces conditions, on obtient alpha optimal, alpha étoile, égale à R transposé R divisé par R transposé R grand R fois R. Je rappelle que R transposé R grand R fois R est un scalaire et R est égal à P moins RW est un vecteur. Finalement, l'algorithme final est celui indiqué en bas. Sur la page suivante, nous prenons un autre exemple où on fixe une matrice D et une matrice et un vecteur P. On va imposer 10 itérations. Voilà. L'algorithme du gradient à pas optimal est indiqué dans la boucle for et ici réaliser un test pour arrêter le processus si on n'arrivait pas à converger. Sur la page suivante, nous voyons apparaître l'évolution des coefficients qui tendent vers la valeur attendue. Passons maintenant à l'algorithme du gradient conjugué. C'est un algorithme qui est assez connu. Ici, le sens de conjugué est à prendre avec un sens différent de celui présent pour les nombres complexes. Deux vecteurs U et V sont dits conjugués à une matrice grand R si U transposé R V est égal à 0. Le gradient conjugué s'écrit alors en posant W0 et en proposant une valeur initiale à R0 et à D0 comme suit. Les équations apparaissent alpha de k, W de k plus 1, R de k plus 1 et deux nouvelles équations, bêta de k et D de k. Ici, je ne développerai pas la démonstration de bêta de k et de D de k. Par contre, nous allons simuler cet algorithme. En passant à la page suivante, nous voyons le code apparaître avec les 5 équations. En passant à la page
des résultats, nous constatons que la vitesse de convergence a été grandement accélérée et qu'en 2 itérations, la valeur optimale est atteinte. Attention toutefois, ces performances ne sont pas toujours obtenues. Cela va dépendre fortement de la matrice grand R. Passons maintenant à quelques exercices à réaliser pendant la séance tutorée et non tutorée. En nous aidant donc des codes des pages qui vont suivre, on va d'abord, en considérant P et R, implémenter les algorithmes de Jacobi, Gauss-Seidel, Richardson, le gradient avec la plus grande descente, qu'on appelle le gradient optimal, et le gradient conjugué. Et ceci va devoir être réalisé avec des valeurs de alpha différentes. On veut aussi regarder quel est l'impact finalement du nombre de rayons lorsqu'on veut reconstruire l'image. Passons maintenant aux différents codes qui vont vous aider. Donc celui en considérant une pseudo-inversion, puis celui intégrant la méthode de Richardson, puis celui de la méthode du gradient. Passons maintenant aux techniques de reconstruction algébrique itérative développées en tomographie. Nous nous appuierons sur la boîte à outils R, développée par Christian et Maria Hansen de l'Université technique du Danemark. L'objectif est toujours de déterminer le vecteur W et le point de départ, ici, sera la méthode de Kac-Mars qui évalue pour chaque ligne I de la matrice grand R l'équation WK. Attention ici à ne pas confondre le vecteur W de K à l'itération K plus 1 et les éléments qui composent le vecteur WK. RI est la première ligne de la matrice grand R et PI est le premier élément de la matrice et du vecteur grand P. Comme indiqué dans l'exemple juste en dessous, le vecteur P à gauche indique P1, P2, P3, P4. Donc la première valeur par exemple est P1 égale à 9. La première ligne de la matrice grand R vaut 1, 0, 1, 0. Passons à la page suivante. W1, le vecteur W1 à l'itération 1 est égal au vecteur W0 à l'itération 0 plus alpha facteur de la première valeur du vecteur P, donc P1, moins la première ligne de la matrice grand R fois W0. Le tout divisé par la norme au carré de la matrice R1 fois R1 transposé. Une fois que c'est réalisé, on peut passer au calcul à l'itération 2 qui, elle, va utiliser le calcul précédent, etc., etc., jusqu'à l'itération 4. En passant à la page suivante, on voit les détails des calculs. En ayant initialisé le vecteur W0 à la valeur 0, 0, 0 et alpha est égal à 1. W1 est égal donc au vecteur initialisé à la valeur 0, plus le rapport entre les différents produits, donc la valeur de P1 moins R1 fois W0, le tout divisé par la norme au carré, et le vecteur R1 transposé. On obtient finalement W1 à cette étape-là 4,50, 4,50. À l'étape numéro 2, on enrichit et on obtient W2 égale 4,5, 3,5, 4,5 et 3,5. À la page suivante, W3 est égal à 3,2, 4,5, 3. Et à la dernière étape, on obtient W4 égale à 3, 2, 6, 5, c'est-à-dire les valeurs attendues. Ensuite, en utilisant une fonction appropriée, on peut reconstruire l'image initiale. Sur la page suivante, nous voyons les résultats concaténés au fur et à mesure des itérations dans la figure représentée. Vous trouverez sur la page suivante le code de Kac-Mars utilisé. Vous pourrez aussi l'utiliser avec d'autres exemples. C'est notamment le cas de l'exercice suivant où vous devrez tester à partir de votre propre fantôme, pas forcément celui utilisé par MATLAB, les 3 méthodes de Kac-Mars en prenant en compte des propriétés de symétrie ou de randomisation. Passons maintenant aux techniques de reconstruction itérative simultanée. Contrairement aux méthodes R, ici on obtient le résultat de façon simultanée. Vous trouverez les différents algorithmes indiqué ci-dessous. L'algorithme général est représenté au milieu. W de K plus 1 est égal à W de K plus alpha K
multiplié par une matrice T fois R transposé fois une matrice M facteur de P moins R W de K. Et suivant les valeurs des matrices T, M, eh bien, on obtient la méthode de Landweber, de Simino, Cave, Drop et Sartre. Sur le transparent d'après, vous retrouverez le code de la méthode de Landweber et des résultats associés. Si on passe maintenant à la méthode de Simino, donc ici on va considérer la valeur de t égale à la matrice identité et m comme étant la matrice identité divisée par la norme de R carré. Ici le choix de alpha égale à 1 et des conditions initiales W0 sont très importants. Vous trouverez sur la page suivante le cas où l'initialisation a été réalisée avec des valeurs de 4, alpha de k étant égal à 1. Nous voyons le détail du calcul du vecteur W de 1 qui conduit à la valeur 2, 3, 6, 5. Sur la page suivante, vous voyez les détails du code de l'algorithme de Simino et des résultats associés. On voit dans ce cas-là qu'avec des valeurs de conditions initiales, les résultats de convergence en fait sont différents. Nous voyons effectivement apparaître des convergences différentes, mais au bout d'une dizaine d'itérations, l'ensemble des valeurs ont convergé. À l'aide de la boîte à outils R, vous pourrez tester avec 5 méthodes différentes, les 5 méthodes CIRT utilisées. Donc vous testerez la méthode de Landweber, de Simino, Cave, Drop et Sartre. Voilà pour l'ensemble des simulations. Je vous propose maintenant 2 transparents qui vont développer un petit peu des points plus mathématiques. Le premier concerne la dérivation de la solution. Donc on va considérer une fonction de coût f qui dépend d'un vecteur x et cette fonction est quadratique. On va considérer que A c'est une matrice, B un vecteur et C un scalaire. On va supposer que la matrice grand A est définie positive. Ça veut dire que dans ce cas-là, l'obtention de x étoiles s'obtiendra en faisant une minimisation de j. Si maintenant A était définie négative, dans ce cas-là, il faudrait prendre la maximisation de la fonction de coût j. A étant définie positive, si x transposé A grand X est supérieur à 0. C'est négatif dans le cas inférieur à 0. Si A en plus est une matrice symétrique, définie positive, alors la minimisation de la fonction conduit à AX égale B, et donc on peut dériver la fonction de coût par rapport à chacune des composantes de X, donc X1, X2 jusqu'à Xn. La solution étant, dans ce cas-là, si A n'est pas symétrique, A f' de X égale à 1 demi de A transposé fois X fois 1 demi fois A fois X moins B. Lorsque A est symétrique, f' de X est égal à AX moins B. Je rappelle aussi que les lois de la transposition, le produit de deux matrices A fois B, le tout transposé, conduit à appliquer l'opération de transposition en permutant A et B. Donc on se retrouve avec B transposé et A transposé. C'est la même chose concernant l'inversion d'une matrice. Passons maintenant à la dérivée d'une fonction coût. F de x est égal à x transposé A fois x. On peut obtenir ceci en utilisant la définition de la dérivée, qui est que la dérivée de f de x par rapport à x s'obtient comme étant la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout divisé par h. Donc on prend la définition de f et f de x, on remplace x par x plus h. On obtient donc x plus h le tout transposé fois a, le tout facteur de a plus h. Voilà, si on développe, on voit apparaître la valeur de f de x initiale et 3 autres termes. En simplifiant le fait que h transposé a fois h est très petit, et on le remplacera par OH, f de x plus h moins f de x conduit à h transposé ax plus x transposé ah plus O de h. Sachant que h transposé ax est un scalaire, on peut donc intervertir l'ordre et en prenant transposé, on obtient donc x transposé a transposé h, et le calcul de f de x plus h moins f de x revient à calculer x transposé h plus x transposé ah. En mettant h en facteur,
On peut ensuite diviser par h par rapport à la définition et la dérivée conduit au calcul de x transposé facteur de a transposé plus a. Si la matrice A est symétrique, alors A transposé égale A, et on se retrouve à avoir 2x transposé fois A. Si A était égal à 1, et bien dans ce cas-là, on aurait 2x. Enfin, pour terminer sur la dernière page, vous trouverez les différents éléments documents sur lesquels je me suis inspiré pour réaliser ce cours.